Avis aux wannabe censeurs. Les extraits utilisés le sont conformément à l'usage loyal et aux exceptions aux droits d'auteur prévus par l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Intellectuelle. Ah bon? Ça fait chaud là, je sue comme un normopensant. Christelle Petit-Colin est une auteure, conférencière, coach en développement personnel et conseillère en communication. Et c'est tout. C'est tout. C'est cela qu'elle met en avant sur son site. Elle dit ensuite spécialiste de la PNL, formée aux pratiques de l'hypnose et de nombreuses thérapies. Et cette formulation, je pense, est choisie. Personnellement, si j'étais thérapeute, je marquerais sur mon site que je suis thérapeute. Elle n'est bien entendu pas psychologue non plus. Elle est donc coach en développement personnel et conseillère en communication. Et c'est tout. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça n'en fait pas une personne apte à décider qu'il y aurait neurologiquement deux types de pensées et donc deux types de personnes distinctes dans le monde et générer une véritable discrimination. C'est pourtant ce qu'elle a fait avec son best-seller, considéré par beaucoup comme numéro 1 des livres à effet Barnum-Forer, j'ai nommé le célébrissime « Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant ». Un livre qui continue jusqu'à aujourd'hui à faire des dégâts dans la haute potentielosphère, c'est-à-dire les réseaux sociaux francophones qui gravitent autour du domaine des surdoués. Bienvenue sur Intensément Podcast, je suis Raph et ceci est le média qui explore l'univers des hauts potentiels intellectuels, HPI, surdoués, ES et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible avec une ouverture d'esprit critique cependant. Je pense trop est donc sorti en 2004, soit 2 ans après le premier livre de Jeanne Siofachin, L'enfant surdoué, top départ du terme zèbre. Je pense trop a été l'exemple parfait d'un hold-up médiatique sur la représentation des adultes surdoués. Sans aucun bagage psychologique ou neuroscientifique donc, Christelle Petit-Colin y développe d'abord une notion personnelle et un terme qui a marqué, merci les études en communication, celui de surefficient, qualifiant ainsi les personnes qui auraient un mental trop envahissant, qui part dans tous les sens et qu'on ne pourrait canaliser et contrôler. Alors ce n'est bien sûr pas un problème en soi d'inventer cette notion de surefficient, mais cela peut le devenir dans la mesure où, évidemment, une partie non négligeable des personnes qui vont se retrouver dans ce concept ont probablement un véritable problème psychologique ou une pathologie et devraient se tourner vers de véritables professionnels de la santé mentale plutôt que vers des coachs en dev perso. Mais Christelle Petit-Colin n'a pas de souci avec ça, et si ces personnes ont des problèmes de psychophobie, c'est-à-dire ont peur de tout ce qui est psychologique et psychiatrique et préféreraient être surefficientes, voici la réponse dès le début de Christelle Petit-Colin. Consulter un psy est également problématique. Ils ont peur qu'on les prenne pour des fous et cette peur est malheureusement fondée. Comment les gens ayant un fonctionnement mental ordinaire pourraient-ils cerner ce foisonnement mental hors norme? Christelle Petit-Colin considère que les psychologues ne pourraient pas avoir de cerveau comme les personnes qui viennent les voir. Les grilles d'analyse psychologique en vigueur fractionnent cette pensée subtile et puissante, la rendent anormale, pathologique. Dès l'école, ce qu'ils sont pose problème. Les surefficients mentaux sont considérés comme hyperactifs et incapables de se concentrer. Elle parle donc là bien des gens qui seraient peut-être potentiellement TDAH, c'est-à-dire un trouble du neurodéveloppement. Beaucoup ont subi la litanie des 10, les incitant à croire leur esprit tordu, dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, dysgraphique. Vous vous rendez compte, donc là, en 2004, donc avant tous ces désinformateurs confusionnistes que nous connaissons tous maintenant, Christelle Petit-Colin, que l'on considère comme une personne plus ou moins respectable, en dehors du fait qu'elle a fait ce livre, considère que les personnes qui ont été diagnostiquées comme 10, c'est-à-dire encore une fois un trouble du neurodéveloppement, ne seraient pas cela et n'auraient jamais dû se tourner vers la psychologie. À l'âge adulte, ce sont des diagnostics de borderline, schizophrène, bipolaire ou maniaco-dépressif qui risquent de leur pleuvoir dessus, là où ils espéraient recevoir de l'aide et enfin trouver des solutions. Christelle Petit-Colin continue en disant plus tard « D'ailleurs, comme la surefficience mentale est encore mal cernée, c'est normal puisque c'est elle qui l'a inventée, il n'existe pas de terme pouvant contenir cette réalité avec exactitude. On pourrait envisager les termes de surdoué ou de haut potentiel intellectuel, mais ces termes ont tellement été galvaudés qu'ils ont une connotation prétentieuse. » Dès le début de son livre, donc, Christelle Petit-Colin fait le lien entre surefficient et surdoué ou haut potentiel intellectuel. Cette effervescence mentale qui les encombre, la notion de cerveau droit dominant leur plaît car ils refusent de se reconnaître une intelligence supérieure, ils veulent bien admettre une intelligence singulière. Christelle Petit-Colin utilise ce neuromythe de cerveau droit, cerveau gauche, qui a été largement débunké par la science. Le cerveau utilise les deux côtés en interaction et en permanence.
Et elle dit plus loin, « Aujourd'hui, je mets plus les formes dans la révélation, parlant de câblage neurologique différent et d'hémisphère droit dominant. L'information reste bouleversante. » Elle parle de câblage neurologique sans avoir fait aucune formation de neurosciences. Effectivement, c'est non pas du bouleversement, mais du bullshit. Donc, nous comprenons déjà, le ton est donné dans ce livre, qui, je vous le rappelle, a été écrit en 2004, donc bien avant les élucubrations de Raymond Dazan, de Fabrice Michaud, de Siegfried Sey de l'Université des Hauts Potentiels, de David Lefrançois, de Christelle Aldabert, je me rappelle jamais comment elle s'appelle, et de tous leurs petits émules qui ont essayé de se raccrocher au wagon d'un train lucratif qui embarquait avec eux tous les gens fragiles psychologiquement, qui pouvaient se retrouver dans ce genre de description qui leur permettait d'éviter de penser avoir des problèmes psychologiques ou psychiatriques. Et pour se reconnaître surefficient dans ce livre, c'est pas compliqué, puisque Christelle Petit-Colin utilise avec maestria le grand art des descriptions générales, vagues et floues qui pourraient s'appliquer à tout le monde et dans lesquelles tout le monde pourrait se reconnaître, ce que l'on appelle l'effet Barnum-Forer. Mais nous sommes en 2004 donc, et Christelle Petit-Colin surfe habilement sur cette vague, ce tsunami conceptuel et médiatique qui attribuait aux surdoués tout un tas de caractéristiques pathologisantes et fantaisistes qui pourrait ressembler justement aux caractéristiques de ce qu'elle appelle les suréfficients mentaux, c'est-à-dire le mental envahissant, la pensée en arborescence, les difficultés de communication avec les autres, et bien entendu les surdoués seraient tous hypersensibles, hyper émotifs, bienveillants, gentils et ouverts au paranormal. Ne pas oublier, comme dans le discours de Raymond Dazan et de Fabrice Michaud, qu'ils seraient évidemment la proie des gens méchants dont on va savoir qui ils sont. Et donc évidemment des pervers narcissiques. Bref, vous l'avez compris, c'est du pré-Raymond Dazan, sans le côté obscur, avec autant de concepts sans fondement, non validés par la communauté psychologique et qui par la suite ont été contredits par toutes les recherches sur les sujets. Autant de concepts qualifiés aujourd'hui de fables, de fantaisies, de neuromythes, voire de désinformation si on continue à les affirmer de nos jours. Vous l'avez vu, Christelle Petit-Colin fait le rapprochement directement entre les zèbres, les surdoués, les hauts potentiels intellectuels et les surefficients, donc concept qu'elle a imaginé toute seule à partir de, j'en sais rien moi, tout ce qu'elle a vu dans la rue ou dans son cabinet de coaching, encore une fois. La description de son livre sur les sites de vente commence d'ailleurs ainsi. Qui pourrait penser qu'être intelligent puisse faire souffrir et rendre malheureux ? Elle lie donc l'intelligence avec la souffrance et sa notion trouble de surefficience avec l'intelligence, tout en se gardant bien de parler de quotient intellectuel, ou plutôt non, allant même plus loin, en prétendant qu'il ne sert à rien de passer un test de quotient intellectuel. Parce que sinon il y aurait des possibilités que vous compreniez que vous n'avez pas un haut quotient intellectuel. Elle tourne le problème autrement, faisant comme si les surefficients existaient vraiment, et je vous donne l'extrait d'une interview sur le journal gratuit Métro. En réalité, les tests sont conçus de manière à ce qu'il y ait une réponse à une question, alors que pour le surefficient mental, une question apporte 10 réponses. Ils ont donc 9 chances sur 10 de rater. Et les surefficients sont d'ailleurs hyper émotifs, et les tests eux-mêmes les bouleversent, en plus ils sont chronométrés, ça les stresse. Ils sont dans des conditions émotionnelles et affectives qui les font rater les tests de QI. Ils pourraient faire partie des hauts potentiels, mais comme ce sont des HP complexes, les tests de QI ne sont pas représentatifs pour eux. Alors cette conception pourrait être tentante, et on pourrait bien y voir une certaine cohérence. Sauf que cela ne prend pas en considération, c'est un euphémisme pour dire cela manque de respect, au véritable travail des psychologues et neuropsychologues qui font passer le test de QI dans le cadre d'un bilan neuropsychologique complet qui ne comprend pas uniquement le test et dans lequel ces professionnels de la santé mentale sont habilités à reconnaître s'il y a un problème de fonctionnement cognitif, psychologique ou autre qui empêcherait les personnes de répondre correctement au test. Et dans ce cas-là, envisager des pistes pour déterminer quelles sont les problématiques. À rappeler au cas où, un grand nombre de HPI présents sur les réseaux sociaux, dont moi-même, sont de très grands anxieux, sont des gens stressés, dépressifs ou hyper émotifs, ce qui ne les a pas empêchés d'être identifiés HPI ou d'avoir des scores élevés. Et si certaines études montrent qu'une très forte anxiété ou une dépression pourrait faire chuter le score de test de QI, cela n'est pas général et cela permettrait justement à la personne de savoir qu'elle a un problème d'anxiété et de dépression, et donc de se tourner vers les bonnes personnes plutôt que vers un coach en dev perso.
À la lecture de cet article dans Métro et de l'utilisation massive, comme dans son livre, de notions incontrôlables et fourre-tout comme hypersensibilité, hyperempathie, etc., il est très facile de comprendre que les suréfficients décrits par Christelle Petit-Colin seraient, pour beaucoup, ces personnes ayant des troubles psychologiques. Dysrégulation émotionnelle, difficulté de contrôle de la pensée, haute sensibilité sensorielle, cela saute aux yeux. Mais Christelle Petit-Colin fait comme si c'était juste des personnes qui s'appelleraient suréfficients mental. Comme pour les autres confusionnistes qui lui emboîteront le pas, nous sommes donc bien dans une tentative de récupération et de détournement d'un concept déjà existant, celui des surdoués. Ce qui va bien sûr en inspirer plus d'une, mais dans le côté obscur de la force. Suivez mon regard. Mais, Christelle Petit-Colin va plus loin, elle ne s'arrête pas là, et va semer les graines d'une véritable ségrégation de la pensée. Elle décide, toujours sans aucune formation neuroscientifique d'aucune sorte, ni sans avoir fait de recherche quelconque, qu'il y aurait deux types de personnes dans le monde. Celles avec ce fameux mode de pensée des suréfficients, et de l'autre côté, les personnes qu'elle a nommées les normaux pensants. Avec des titres de chapitres comme « Qui sont les normaux pensants ?» Vivre sous le jugement de normaux pensants, on commence déjà à se poser des questions. C'est en page 16 qu'apparaît pour la première fois le terme normaux pensants, en parlant du fait que chez la plupart des gens, un tri s'opère automatiquement dans les informations sensorielles disponibles. Christelle Petit-Colin assure alors que chez les suréfficients mentaux, ce tri ne se fait pas automatiquement, mais uniquement en mode manuel. Alors on ne sait d'où vient cette information farfelue, mais il est à noter que c'est un concept qui sera lui aussi repris par Raymond Dazan. Et oui, Christelle Petit-Colin est bien celle qui a influencé Raymond Dazan sans que jamais cette dernière ne la cite. Par exemple, lorsqu'elle affirme « Oui, vous êtes différent, votre cerveau est supervisé par l'hémisphère droit, votre pensée est globale, affective, intuitive et fulgurante. Celle des normaux pensants est séquentielle, rationnelle et circonscrite. Deux façons de penser différentes, deux mentalités qui cohabitent en croyant être semblables tout en reprochant à l'autre des dysfonctionnements. Oui, vous venez bien d'une autre planète. » Les suréfficients mentaux sont profondément désintéressés et c'est une aubaine évidemment pour les manipulateurs. Fin des citations. Nous avançons petit à petit vers cette idée que les suréfficients mentaux, donc les surdoués, donc les hauts potentiels intellectuels, sont les victimes désignées des manipulateurs et des pervers manipulateurs, chose que nous allons retrouver ensuite chez tous les désinformateurs dans le domaine. En page 63, on apprend que l'obstacle principal de l'échec relationnel entre le normopensant et le suréfficient vient principalement de la méconnaissance des implicites sociaux qui régissent les rapports entre normopensants. Et vous pensez bien que les normopensants ne régissent les rapports qu'entre eux. C'est vraiment terrible cette manière de scinder en deux l'humanité. Alors, même si elle n'utilise pas le langage paranoïaque et anxiogène de Raymond Dazan, Christelle Petit-Colin, dans son extrémisme, est directement responsable de tout ce carnage conceptuel. On apprend aussi que les ennuis viennent aussi des trop grandes attentes des suréfficients mentaux, comme si les normopensants, évidemment, n'avaient pas d'attente. Je continue à citer Christelle Petit-Colin. J'ai parlé plus haut dans ce livre de la fragilité du sommeil des suréfficients mentaux. Or, les manipulateurs, comme les sectes, cherchent avant tout à priver leurs victimes de sommeil. En lisant ces extraits de Je pense trop, on est en droit de se poser la question « Qui manipule qui dans cette histoire ?» Vous voyez, nous rentrons petit à petit dans un monde angoissant. Et malgré que tout le long dans le livre, elle tente d'expliquer qu'il n'y a pas que l'intelligence dans la vie, que le quotient intellectuel n'est pas important, elle insiste pour dire, je la cite, « En refusant d'admettre votre supériorité intellectuelle, vous créez de véritables préjudices aux normaux pensants. À votre avis, que peut ressentir un normaux pensant quand vous résolvez en quelques minutes un problème sur lequel il bute depuis des semaines et qu'ensuite vous prétendez que c'était facile et que vous n'avez rien fait d'exceptionnel ?» Donc elle continue à créer cette confusion totale. Elle est donc celle qui a modélisé le confusionnisme, cette confusion entre personnes qui seraient débordées par leurs émotions, qui seraient antisociales, qui auraient du mal à communiquer et qui auraient tout un tas de problèmes qui se rapprochent ou qui sont de toute manière des problèmes psychologiques et peut-être des psychopathologies, et donc les personnes qui auraient un haut quotient intellectuel. Mais Christelle Petit-Colin reste tout le temps dans la bienveillance, et c'est pour cela qu'elle affirme qu'il est également important de comprendre les normopensants pour leur offrir le respect qu'ils méritent. C'est une véritable violence que vous leur faites subir en ne les reconnaissant pas comme sous-équipés. Alors je vous répète la phrase de Christelle Petit-Colin,
C'est une véritable violence que vous leur faites aux normaux-pensants, que vous leur faites subir en ne les reconnaissant pas comme sous-équipés. Et elle précise, je sais bien que je vous scandalise en disant ça. Pour enfoncer le clou de la supériorité des suréfficients mentaux, Christelle Petit-Colin récupère le fameux neuromythe créé par Jeanne Siofachin de penser en arborescence pour annoncer « Votre problème principal, c'est l'intelligence. Vous êtes clairement beaucoup plus intelligent que la moyenne des gens. Et l'explication est purement objective. Une pensée en arborescence est plus performante qu'une pensée séquentielle. » Après avoir donné tout un tas de caractéristiques des normaux-pensants qui sont tous aussi fantaisistes que les caractéristiques des suréfficients mentaux et donc des surdoués, elle nous fait aussi comprendre comment et pourquoi le normaux-pensant serait néfaste ou toxique. Comment va-t-elle à cette conclusion ? Vous le comprenez dans sa phrase que je vais vous lire. Vous pouvez en conclure que baigner dans une mer d'amour universel en se sentant proche de la nature et des autres êtres humains n'est donc pas la spécialité des normaux-pensants. Elle décrit les normaux-pensants pratiquement comme des robots, des soldats, des individualistes, des égocentriques, alors que les gens avec un cerveau droit, évidemment, sont dans une pensée collective et altruiste. Bref, je ne vais pas tout vous lire, c'est vraiment délirant, c'est délirant de négativité, c'est délirant de dénigrement à l'encontre des personnes qui seraient soi-disant différentes et auraient un cerveau différent. N'oubliez pas, ils ne sont pas comme les suréfficients, et qui nous amènent à s'en méfier, à nier même leur humanité. Je ne sais pas comment ce discours a pu passer, pourquoi il n'y a pas eu de voix s'élevant contre ce livre, pourquoi l'élitisme flagrant de ce concept n'a pas offusqué des tonnes de personnes à l'époque, mystère. Mais ce discours est continuellement repris, jusqu'à aujourd'hui. Rapidement et largement adopté par toute la communauté zèbre, qui n'hésite pas à mélanger les thèses de Jeanne Siofachin, de Kermadec et d'autres avec celles de Christelle Petit-Colin, du moment que ça lui convient, le terme de normaux-pensant est devenu rapidement dépréciatif, péjoratif et un moyen de se distinguer des autres tout en les dénigrant. Les autres qui ne nous comprendraient pas et que l'on pourrait reconnaître facilement. Une réelle discrimination ordinaire que l'on retrouve sur les réseaux sociaux quotidiennement. Un terme utilisé tous les jours sans honte aucune par des gens se réclamant d'une bienveillance ou de la bonté naturelle des surdoués ou des surefficients, comme si c'était évident, parce que ce terme rassure, ou flatte, ou parce que c'est un business lucratif. En témoigne cette récente infographie qui est arrivée jusque sur mon mur LinkedIn et qui reprend donc ce fameux neuromythe de la division entre la soi-disant pensée linéaire qui serait l'apanage des normaux-pensants et la pseudo-pensée en arborescence qui serait uniquement l'apanage dans ce cas des hypersensibles. Alors c'est bien entendu une fable qui a été débunkée depuis longtemps, mais qui permet à ce pseudo-médecin de faire sa pub en citant Christelle Petit-Colin comme source crédible. Alors cette notion de normaux-pensants n'est pas sans conséquences. Elle peut générer des dérives inquiétantes, et cette infographie n'est rien comparée bien sûr à l'opposition extrémiste, la frontière infranchissable proposée par les désinformateurs et les confusionnistes les plus influents. Ces désinformateurs et leurs émules qui ont décrété qu'il y aurait un véritable régime ségrégationniste dictatorial dans lequel les normaux-pensants opprimeraient et abuseraient des surdoués. Une dystopie paranoïaque où les méchants seraient ces salauds de normaux-pensants. Alors ces personnes, et les personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux, utilisent le terme normaux-pensant presque comme une insulte, ou en tout cas une personne à craindre, à fuir, ou à l'inverse, se moquer des boucs émissaires très pratiques pour se considérer différents, voire supérieurs. Il y a une variante pour ne pas heurter les gens, ces variantes seraient normotypiques ou personnes traditionnelles. Ça c'est quand on veut vraiment lisser le truc ça. Et d'une certaine manière, on retrouve le même discours que l'on retrouve chez certains complotistes au sujet, vous savez, des élites, des Illuminati. Vous retrouvez exactement le même regard sur les normaux-pensants. Je vous ai déjà passé des extraits, que je ne peux plus vous passer par crainte d'être censuré, mais vous pouvez les retrouver facilement, de Raymond Dazan qui considère qu'un normaux-pensant veut détruire le surdoué, et de Fabrice Michaud qui considère que les normaux-pensants ont créé les tests de quotient intellectuel et que ce sont les normaux-pensants qui contrôlent la société. Et vous retrouvez donc ce même discours évidemment chez Siegfried Sey de l'Université des Hauts Potentiels, etc., etc., etc. Ce sont là des mécanismes de victimisation très pratiques, de division pour mieux régner, qui ne fonctionnent que si on appuie sur le côté dark. Et vous comprenez comment tout cela avance. Bref, méfiez-vous encore une fois de ce genre de discours qui n'a jamais été, mais alors jamais, contredit
publiquement par Christelle Petit-Colin, qui ne semble pas avoir été affectée par l'usage que l'on fait de sa trouvaille. Et je ne sais pas si elle en est consciente, persuadée qu'elle n'a fait que son devoir, et c'est donc avec toute la bienveillance et l'affection de l'univers, comme le voudrait le dev perso de Christelle Petit-Colin, qu'Intensément Podcast la remercie pour ce qu'elle a permis d'offrir à la culture francophone, l'invention d'un apartheid de la pensée. Si vous avez aimé cet épisode et qu'il vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, vous pouvez vous aussi apporter à ce média qui ne vit que par vos dons. Il y a un lien unique dans la description. Vous pouvez faire une donation ponctuelle ou une donation régulière qui permettra à Intensément Podcast et à mon travail de perdurer et de vous apporter le maximum de connaissances sur tous ces sujets. Je remercie intensément tous les contributrices et les contributeurs qui ont permis à cet épisode d'exister. Et je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à présent. Intensément, c'est le podcast divergent, le vrai. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud.